Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission d'Entrons en Résilience sur Radio 1001 Clés de Vie, la radio du développement personnel. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour enregistrer cette émission, ça a commencé fort. Question lâcher prise. Notre invité est arrivé en retard. Je le dis devant elle, c'est pas grave, mais c'est pas de sa faute. Petit problème de voiture, la météo, rien ne nous arrête pour être à votre rendez-vous hebdomadaire. Je vous demande de faire une ovation debout tout de suite pour notre invité du jour, Annie Charon. Ça va pas être triste, hein, je vous préviens. Je la connais un petit peu. Bonjour Annie. Bonjour. On est bien content de te recevoir en Entrons en Résilience. Merci. Désolée. On sait à peu près de quoi on va parler. Ouais. Vous savez que une des étapes importantes de la résilience, c'est l'humour. Je vous garantis qu'il y en a chez ce petit bout de femme, pardon, chez cette grande dame, qui nous vient droit directement de Lac Mégantic. Lac Mégantic qu'on connaît aussi pour la tragédie qui a eu lieu en 2013. Annie vient nous expliquer, pas en tant que directrice du village Harmonie, puisqu'elle est directrice du village Harmonie à Lac Mégantic, qui est une résidence pour aînés, où je peux vous dire que pour y avoir été, un petit truc qu'on avait organisé, c'est rock'n'roll, il y a de l'ambiance. Là-bas, on vieillit pas, on rajeunit. Bon, c'est comme ça. Mais elle n'est pas venue pour parler de ça. Elle est venue pour nous parler d'elle, de son parcours de vie, de femme extraordinaire, mais ne le répétez pas trop fort parce que je voudrais pas que ça lui monte à la tête non plus. On n'a pas le choix d'y aller dans l'humour, malgré que, petite Annie, c'est la petite Annie, puis Annie grandit. Puis en 2009, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu nous fais là, exactement en 2009? En 2009, en fait, je venais juste de changer de travail. J'avais un nouvel emploi qui m'excitait beaucoup parce que ça a été des nouvelles responsabilités dans un domaine que je ne connaissais pas. Puis... Stop, on coupe. Elle est québécoise. Je me permets de le faire avec elle. Un nouvel emploi qui l'excitait beaucoup. Genre d'Europe. Remettons dans le contexte tout de suite. Être excité par son travail, ça n'a pas de connotation sexuelle. Elle était très enthousiaste à l'idée de travailler, parce que tu es écouté des deux côtés de l'Atlantique, donc il faut toujours préciser. Oui, ok. C'est probablement que tu vas corriger plusieurs de mes mots. Je vous avais dit que ça allait démarrer fort. On redevient sérieux. Oui. Donc, tu as cette bonne nouvelle en tout cas. Oui. En fait, je venais tout juste de démarrer un nouvel emploi. Puis, j'avais une bosse dans mon sein que je sentais depuis environ 1 an. Et j'avais consulté un médecin qui me disait à chaque fois que c'était un petit kiss, c'était un petit kiss. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez à l'écoute de son corps. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui ne fonctionnait pas. Je me sentais pas bien. Ça me créait beaucoup de soucis au niveau de mon sommeil. Je dormais pas, j'étais inquiète. Puis, en fait, j'ai demandé à passer des tests plus sérieux pour voir c'était quoi, parce que j'avais la bosse, on la voyait à l'extérieur de mon sein, donc je savais que c'était pas juste un petit kiss. Et, ok, c'est pas juste toi qui le sentais, là? C'était visuel? Quand j'étais nue, on le voyait, là. On le voyait, parce que ça dépassait quand même assez mon sein, c'était 3 cm, c'est quand même assez gros. Puis, c'est ça, j'ai demandé à passer des tests. Le premier test que j'ai passé, c'est une ponction. J'étais allée voir sur Internet parce que le médecin ne me prenait pas vraiment au sérieux. Donc, j'étais allée voir sur Internet. J'ai fait quelques recherches, savoir comment on pouvait savoir si c'était un cancer ou autre chose. Et j'ai demandé au médecin de me faire une ponction. Quand il a fait la ponction, j'ai comme senti qu'il ne me prenait vraiment pas au sérieux parce que quand il a pris la seringue, il l'a comme un peu garoché sur le comptoir. Et je suis sortie du bureau, j'étais vraiment inquiète, mais je me suis dit, je vais attendre les résultats. Et, ça veut dire que pour eux, ça avait l'air anodin, ça n'avait pas l'air inquiétant? Mais en fait, le médecin, il était persuadé que c'était un kiss, puis il y a tellement une grosse clientèle que c'est vite, sors de mon bureau parce que j'ai d'autres clients qui attendent. Okay. Donc, c'était pas une préoccupation, puis il était vraiment certain que c'était juste un petit kiss. Moi, j'étais convaincue que c'était pas ça.
Donc, après environ 3 semaines, un mois, mon ex-conjoint m'a demandé comment ça que tu n'as pas tes résultats, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai appelé à la clinique. Puis, la réceptionniste a été bien gentille, mais elle m'a dit, j'ai pas de résultats dans ton dossier. Il faudrait que je vérifie avec le médecin. On rappelle que dans ces années-là où notre invité était relativement jeune, non, tu n'avais pas de détection automatique. Tu n'étais pas Non, dans la tranche d'âge où on fait de la prévention non, à ce niveau-là. j'étais dans la trentaine quand j'ai appris que j'avais un cancer. Puis j'ai décidé de me rendre au bureau du médecin parce que je suis une femme de caractère. Malgré mes 5 pieds, là, j'ai beaucoup de caractère. Alors, Puis 5 pieds, pareil, jambe droite, je vous rassure, elle n'en a que 2. Mais on mesure la taille au nombre de pieds. oui, c'est ça. 5 pieds, ça fait à peu près 1,50 m. Ça fait pas mal plus petit que toi. Ouais. C'est ça, ça doit faire dans les 5. Je sais pas combien, j'ai jamais. En fait, quand d'habitude je dis que je mesure 5 pieds, je mesure 5 et presque 1, mais avec toi, ça paraît pas le presque Ouais. 1. Donc je Mais mesure bon, 5. avec un nodule ou enfin, une grosseur en tout cas au niveau du sein, c'est certain qu'on ne te souhaite pas d'avoir 5 pieds en plus. Non, non, non. Mais bref, tout ça pour dire que tu as insisté. J'ai insisté, je suis Ouais. allée rencontrer le médecin, puis il m'a dit qu'il n'y avait pas de résultat, donc j'ai demandé à aller passer une mammographie. Quand je suis allée passer la mammographie, on m'a dit que j'avais une bosse qui ressemblait peut-être à une masse, mais que ça pouvait aussi être un kyste. Donc, on m'a proposé une échographie et là, le médecin m'a dit, dans le fond, on te recommande de l'enlever, mais c'est pas urgent. Donc, moi, j'ai dit non, non. J'ai dit, ça fait plus qu'un an que je sens ça, je veux le faire enlever. Donc, j'ai eu un rendez-vous le lendemain avec un chirurgien de Sherbrooke. Puis, on a fait la première opération. Le médecin, même le chirurgien n'était pas inquiet. Il dit, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir. Mais moi, j'avais demandé à ne pas être endormie parce que je voulais voir c'était quoi qu'il y avait dans Opération, la première, ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'on a enlevé, la on t'a masse. enlevé cette masse-là Ouais. au En complet? fait, oui, ils ont mis ça dans un petit pot. Moi, je voulais voir c'était quoi qu'il y avait dans mon sein. Puis, je n'étais pas confiante quand j'ai vu ce qu'il y avait Ouais. dedans. Puis, en principe, 3 semaines après, je devais retourner voir le médecin pour avoir les résultats. Mais ils m'ont appelé comme 3, 4 jours avant pour me dire qu'il fallait absolument qu'ils me rencontrent. Puis j'étais au bureau. Et avant cette épreuve-là, j'étais toujours prise par mes émotions. Donc, quand la secrétaire du docteur Forget m'a appelé, j'étais paniquée totale. Puis j'ai dit, voyons, c'est sûr que c'est ça, là, vous pouvez me le dire, mais la dame ne pouvait pas me le dire. Donc, je pleurais. Puis à un moment donné, j'ai dit, faut que tu prennes sur toi, là. Tu vas pas mourir, tu es capable de t'en sortir. C'est cette épreuve-là qui a fait que ça a changé beaucoup ma vision de mes épreuves, justement, parce que par le passé, j'aurais eu l'impression que j'allais mourir, puis je me serais laissée aller, probablement. Et là, j'ai décidé que... Avant ça, est-ce que tu avais déjà eu des épreuves, des problèmes physiques, des choses comme ça? J'ai eu des problèmes physiques. J'ai eu une première épreuve, j'avais 17 ans, que mon premier amoureux s'est suicidé. Ça a été plusieurs années à être dans cette douleur-là. Puis j'ai eu aussi des petits problèmes de santé, là, des douleurs au niveau de mes articulations, là, mais c'était rien de majeur comme un cancer. C'est comme l'approche qu'on a au niveau d'un diagnostic médical. Hein. Je pense que je vais parler aux gens des deux bords. On est soit à vouloir tout savoir, du style Annie, aller vouloir voir qu'est-ce qu'il y a dans le pot après l'opération, le prélèvement, ou ben, on ne veut rien savoir parce que sinon ça risque de nous mettre encore plus à terre. Est-ce que tu dirais que la perte de ton petit ami conjoint de l'époque, déjà ça a pu te donner un boost là, de vouloir t'en sortir au moment du diagnostic et de passer au-delà de ta peur du résultat, d'aller voir le médecin plus rapidement que Oui, prévu. probablement que ça m'a aidé Ouais. du fait que souvent, il y a des gens qui ont jamais eu d'épreuve dans leur vie, puis quand ils sont affectés par une première épreuve en vieillissant, c'est sûr que c'est plus douloureux. Mais quand on a des épreuves plus jeunes, je pense qu'on est plus en mesure d'utiliser ça comme des forces.
de Ouais. développer nos forces, que ce soit la résilience De voir ou le côté précieux de la ouais, vie, c'est c'est ça? ça. Ok. Donc, on a compris qu'il y avait plusieurs opérations, hein. Puis le temps passe à une vitesse encore exceptionnelle, hein. Euh, Quand tu as le vrai diagnostic qui est posé, donc à la suite de ce rendez-vous, je Ouais. suppose, là, il se passe quoi? La première pensée que j'ai eue quand ils me l'ont dit, c'est moi je voulais avoir d'autres enfants. Et que je me suis dit, ta vie de mère est finie, puis tu n'auras jamais plus d'enfants. Puis j'étais aussi très inquiète de laisser ma fille, parce que j'ai une fille qui a 20 ans aujourd'hui, de laisser ma fille seule avec son père. Ouais, puis elle avait quasiment 10 ans de moins Oui, au moment, hein, c'est oui, ça? oui. Donc, pour moi, je me disais, ma fille est toute jeune, puis Mhm. j'ai plein de belles années à vivre avec elle. Je veux l'avoir, avoir des enfants, je veux être grand-mère. Donc, puis je veux l'accompagner dans son cheminement de vie. Donc, j'étais paniquée totale. Mais je me suis dit, si ce genre de preuve-là t'arrive, c'est que tu as quelque chose à apprendre. Donc, j'ai décidé de justement en faire une opportunité pour prendre soin de moi. Puis de vraiment, j'ai recommencé à m'entraîner. J'allais m'entraîner 5 jours par semaine. J'allais marcher. Si les gens ne savaient pas que j'avais pas le cancer, que j'avais le cancer, si je leur disais pas, ils ne pouvaient pas le savoir parce que j'avais prévu plusieurs semaines avant d'aller me chercher des perruques. Puis je me suis dit, hey, c'est une opportunité. J'ai toujours voulu avoir les cheveux très courts comme ça, roux. Je vais m'amener des perruques de toutes les couleurs, toutes les variétés. Et c'est ça, les gens, j'ai commencé à les porter rapidement pour que les gens s'habituent, mais moi aussi pour que je m'habitue. Et j'ai fait des démarches pour aller voir qu'est-ce qui m'avait amené à avoir cette maladie-là dans ma vie. Parce que souvent, le cancer, on s'entend que c'est au niveau du stress, notre mauvaise gestion de nos émotions. Donc, je suis allée me chercher des outils pour être capable de mieux gérer mes émotions, apprendre à mieux dire à m'affirmer, en fait, là, puis à me respecter dans mes décisions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence à être intégré au niveau du corps médical en général, que une des sources, des causes en tout cas des cancers, ça vient du côté euh, de ce qu'on Émotionnel. vit, pas uniquement ce qu'on entend souvent dans les pesticides ou dans la nourriture ou dans l'air qu'on respire. Et moi, même il y a 10 ans, l'oncologue que j'ai rencontré, il m'a dit que ça pouvait venir de plein de choses qu'on entend Ah ouais. déjà, mais que ça pouvait aussi venir des émotions. Mais c'est pas tous les médecins qui vont dire ça. Mais moi, j'ai une philosophie que je pense pas juste que la médecine traditionnelle est efficace. Je pense qu'il y a d'autres médecines qui sont efficaces. Puis je travaille en énergie. Je suis allée consulter des gens en Reiki. Je suis allée voir des gens qui faisaient Ouais. d'autres accompagnements pour justement me donner tous les outils puis ce que je pouvais aller chercher de meilleur pour m'aider à m'en sortir. Dans tous les cas, peu importe ce que l'on croit ou pas, on se rend compte que de plus en plus, le patient va être mis et est déjà mis, dans certains domaines, au centre. Euh, Au niveau implication, encore une fois, il faut être prêt à vouloir rechercher, à vouloir savoir. Est-ce que tu dirais que ça a été une manière pour toi de maîtriser, d'appréhender la peur liée à l'horloge qui tournait en fait, Oui, hein? en fait, ça a changé beaucoup ma philosophie de vie. Puis une chose que je me suis rendu compte, parce que j'ai perdu des gens du cancer, c'est que souvent les gens qui font pas de changement significatif après un cancer dans leur vie, le cancer va revenir. Moi, Ok. ça va faire 10 ans, puis je vais très bien, mais j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai changé mon alimentation, ma façon de justement aborder mes épreuves, au niveau de mon activité physique, pour justement en faire un outil d'apprentissage, parce que je trouvais que Ça a c'était été une important. remise en question, Une grosse remise en question. mais de manière positive. Oui, oui. Ok. Là, les amis, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai pas invité Annie simplement pour nous parler de cette épreuve avec son cancer en 2009, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est que le peu que je connais le lac mégantic, puis j'apprends beaucoup au contact de ces gens-là. Je leur fais un coucou d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on a rencontrés il n'y a pas très longtemps de ça. Annie a quand même, par rapport à la catastrophe ferroviaire qui a eu lieu en 2013, on ne peut pas dire qu'elle est
le comportement de base moyen et la perception de cette catastrophe, comme la plupart des gens, comme j'aurais probablement eu moi en étant à Lac Mégantic. Il y a eu le procès, puisque là, tu sais, ça va être diffusé peut-être dans 40 ans, ton émission encore. Est-ce que tu dirais que ta vision, qui est personnelle, la souffrance de ce que vous avez connu, ce fameux, c'était le 6 juillet, je pense, 2013, pour information, pour celles et ceux qui nous écoutaient puis qui ne sont pas au courant, il y a un train bourré d'essence qui a explosé en plein milieu du centre-ville. Ça a été dramatique. Personnellement, ici, au lac Beauport, j'ai vu des pompiers, des journalistes revenir de cette catastrophe, blancs comme des cachets d'aspirine et traumatisés de ce qu'ils ont vu là-bas. C'était des images de guerre, hein, clairement, quand on voyait ça à la télé. Moi, ce que je voyais, là, parce que je descendais, j'arrivais de chez mon conjoint, j'avais dormi chez mon conjoint, puis quand on descendait vers le lac, vers le centre-ville, on avait l'impression d'être dans un film de Die Hard avec Bruce Willis. Tellement le feu était pris, on se disait, ça se peut pas, c'est juste dans les films qu'on voit des catastrophes comme ça. On peut pas faire ça dans une ville. Oui, puis en allant sur place, moi qui connaissais pas le lac Mégantic avant, on arrive en centre-ville, puis on se dit, plusieurs mois après, quoi, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Même si on n'est pas au courant. Tout ça pour vous dire que il y avait le lac Mégantic avant, il y a eu le lac Mégantic pendant la tragédie, mais il y a l'après-tragédie. Ouais. La ville se reconstruit tranquillement. Il y a des gens, tu en fais partie, puis tu en connais, de mémoire ton père. Mon père. Dans la nuit, ils ont perdu leur maison, leur lieu de travail. Leur lieu de travail. Moi, c'était mon milieu de vie, en fait. Ouais. J'ai été élevée dans le centre-ville. On restait dans une petite rue à côté du centre-ville. Donc, j'ai toujours passé mon enfance là. C'est là que je faisais du vélo quand j'avais 5 ans. Il n'y avait pas de voiture au centre-ville quasiment. Puis, mon travail, les restaurants, il y avait le train. Ouais. Mais moi, très jeune, j'ai eu à être confrontée au train. Moi, je voyais ça pas pire qu'une voiture. Parce que pour aller à l'école, j'allais à l'école à pied, puis pour me rendre jusqu'à l'école, il fallait que je traverse la voie ferrée. Puis le midi, tous les midis, il passait. Donc, puis on dirait qu'il ne faisait pas par exprès, il passait toujours juste avant que nous, on traverse. Donc, on était en avant du train, puis on le regardait passer tous les midis. Cette espèce d'optimisme qui déborde, qui te sort quasiment par les trous de nez et les oreilles, là. Est-ce que tu penses qu'avec le vécu que tu as eu, les épreuves que tu as dû surmonter, puis on va reprendre un terme de voie ferroviaire, mais les passages obligés, est-ce que tu penses que ta vision actuelle et ta perception de cette tragédie en 2013 auraient été les mêmes avec une autre vie ou un autre vécu avant? Sûrement pas, en fait, parce que je crois que si j'avais pas eu le cancer, probablement que je serais restée dans la déprime plusieurs années. Plusieurs années, quand j'ai vécu le suicide de mon premier amoureux, je l'ai vécu pendant plusieurs années que je pensais à lui, puis j'avais comme toujours une douleur, une souffrance. Mais le cancer a fait que j'étais allée tellement me chercher des outils, puis de remettre la vie en perspective, de me dire, mais s'il arrive quelque chose, c'est pas par hasard. Donc, même si c'était une grosse tragédie, moi, j'ai pas perdu personne de très proche. J'avais une amie qui était dans la tragédie, puis je connaissais la plupart des gens, mais je me suis dit, faut que je le voie d'une autre façon si je veux pas rester dans cette souffrance-là. Puis notre région a besoin de gens qui vont vouloir transformer ça, puis l'utiliser comme étant une opportunité de transformer, puis de donner un renouveau à cette ville-là. Et puis, petit truc technique à régler, mais c'est bon. Cette vision-là, j'aime beaucoup tes mots que tu nous livres, là, de mettre la vie en perspective. Ça prend du dynamisme, puis pour avoir été encore une fois à la structure qu'Annie dirige, vous savez, c'est les maisons de retraite en Europe, les résidences pour aînés au Québec, c'est la même chose.
ça sent la mort des fois. C'est malheureux, parce qu'on y trouve des gens qui sont plutôt en fin de parcours, celui-ci en tout cas. Euh, Là, c'est le contraire, quoi. C'est assez... c'est rock'n'roll limite, hein, je trouve. Quand j'ai décidé d'accepter ce poste-là, je me disais, moi je travaillais en développement pendant 8 ans. Puis ce qu'on voyait, c'était que les personnes âgées, souvent, ils étaient oubliés dans les villages, ce qui fait qu'ils étaient isolés, ils vieillissaient seuls. Puis pour moi, c'était pas acceptable, parce que je me disais, c'est des gens qui ont construit notre société. C'est important de s'occuper d'eux autres, hein, puis de leur offrir une meilleure qualité de vie. Donc, quand j'ai accepté le poste au village, c'était ma vision, c'était de faire cet endroit-là un endroit sain où les gens allaient vieillir. Ça fait 2 ans et quelques mois seulement que je suis là. Ok, en fait. Donc ça veut dire on est en 2015, puisque au moment où on enregistre, chers amis extraterrestres de la planète Mars, on est en 2017. Ok, donc tu n'as pas connu dans ce cadre de travail-là, en tout cas, l'avant-tragédie du lac Mégantic. Non. Mais ça a clairement changé les comportements et les réactions des gens qui ont tendance à plus s'isoler, à rester chez eux. En même temps, ils n'avaient pas le choix, puisque, pour vous donner une idée, les centres de vie au niveau des commerces, tout ça, tout a disparu, quoi. Puisque ça a frappé de plein fouet ces structures-là. Donc le temps que ça se reconstruise, que les sols soient décontaminés, vraiment toute une histoire. Mais clairement, je trouve ça génial que Lac Mégantic ait des habitants comme toi, comme ce que tu viens de nous partager aujourd'hui, parce que c'est pas évident, quoi. En plus, en travaillant comme toi, avec des gens qui ont un parcours, qui ont un vécu, qui sont diminués physiquement, d'insuffler cet esprit-là, cette énergie-là. Bon, on est quasiment content que tu aies vécu tes épreuves. Hein. Moi aussi, en fait. Pas quand on les apprend, mais maintenant, j'essaie de les voir vraiment comme un moment pour m'arrêter puis réfléchir à ce que je dois changer dans ma vie. Ouais, le côté un peu les cadeaux de la vie derrière les épreuves, les cadeaux mal emballés, là, ce qu'on appelle souvent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des enseignements. Je ne suis pas de religion, mais j'ai eu des enseignements bouddhistes il y a quelques années. Puis je pense que ça m'a aidé, justement, parce que dans le fond, c'est pas une religion, le bouddhisme, c'est une philosophie de vie. Cette philosophie de vie-là m'a beaucoup accompagnée, puis aidé à justement voir mes épreuves d'une façon différente pour en faire des opportunités de me réinventer. Qu'est-ce que c'est la vision d'Annie Charon de demain Est-ce que tu es toujours dans la phase de dire, ok, puisque je m'en suis sorti, je vais faire un enfant par an? Non. Non, en fait, je peux plus. Non, mais en fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai décidé d'accompagner des gens, justement, qui ont des... en fait, je suis dans la santé depuis 11 ans, comme en dehors de mon travail, parce que j'ai la passion d'aider les gens dans leur santé. Mais j'ai décidé, justement, de prendre cette opportunité-là pour partager mon savoir, mes apprentissages, pour que s'il y a des gens qui ne savent pas comment, justement, affronter une épreuve ou faire des changements significatifs dans leur vie, c'est pas obligé d'être une tragédie, là, mais juste des changements de vie. Mais dans le fond, moi, je suis là pour les accompagner. Donc, je me suis dit que si j'ai appris tout ça, c'est pas juste pour moi, c'est pour être capable de le partager puis d'accompagner d'autres personnes dans leur cheminement. C'est ce que je fais maintenant. C'est toi qui l'as prononcé tout à l'heure, là, plus tôt dans l'émission. Si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez pas le choix, il va falloir la réécouter depuis le début. Tu parlais de résilience. Qu'est-ce que c'est pour toi parce qu'il faut qu'on parle un peu de résilience. Oui, oui, c'est sûr. Comment tu vois ça par rapport à tes épreuves et justement l'accompagnement que tu fais Est-ce que c'est le message de renaître même plus fort après tes épreuves, sans pour autant passer pour quelqu'un de plus fort, parce qu'on n'est pas plus fort quand on est résilient? Non. Est-ce que ça t'a appris encore plus la notion de partage, d'écoute? Ça m'a appris beaucoup sur l'écoute, le partage, mais beaucoup sur l'écoute, de prendre le temps de mieux écouter la vie, de mieux m'écouter moi aussi, de mieux écouter les gens qui m'entourent, parce que j'ai des apprentissages qui me sont venus par des gens que
parfois, je n'étais pas à l'aise à entendre ce qu'il y avait à me dire. Et c'est, de prime abord, c'est de quand tu as une épreuve, c'est d'accepter l'émotion que ça t'amène. Parce que si on ne l'accepte pas, elle va rester prise en nous. Puis de l'accepter, puis de la vivre au moment, et de se dire, ben là, maintenant, il faut que je continue, la vie, il faut qu'elle continue. Puis la résilience, c'est un peu ça pour moi, c'est de dire, je le vis à partir du moment où ce que je l'apprends, mais je la traverse pour devenir plus forte, puis être une meilleure personne aussi. D'apporter une lumière différente là, aux gens qui sont autour de moi. Puis je peux vous dire que ce que notre invité pratique vraiment de mieux en mieux, en tout cas, c'est le lâcher prise. Parce que vous voyez, déjà, juste pour la laisser, pour qu'elle reste assise 30 minutes pour enregistrer une émission, sans bouger, il faudrait quasiment l'attacher. Mais je repense à ce matin, ce que je vous disais en début d'émission. Voilà, elle part de Lac Mégantic, il y a combien d'heures de route? 2h15. 2h15. Pour venir, on doit se voir bien avant, préparer l'émission, etc. La voiture ne démarre pas, voilà. Je crois que tu t'es même pas excusé, hein. Elle m'a juste dit qu'est-ce que tu veux que je fasse. Mais on va y arriver pareil. Voilà, elle a lâché prise. Qu'est-ce que moi j'aurais eu tendance à faire si j'avais pas eu ce comportement en face de moi ou par téléphone? Voilà, comment on va faire pour enregistrer? Est-ce qu'on aura la salle? J'allais dire le studio, mais ça c'était dans une ville disponible. Je me souviens d'une émission qu'on avait tournée en studio à la station précédente avec, c'était Gaïa, une chanteuse de la voix. Elle était coincée dans le car entre Montréal et Québec, tempête de neige. Enfin, vous savez quand ça commence comme ça la journée là. Sauf que moi le studio, il faut que je le quitte à telle heure. Je me suis stressé. Est-ce que ça fait arriver Gaïa plus vite? Non. Je pense pas. Le chauffeur de car, il s'est pas transformé en pilote de course, non. Et heureusement d'ailleurs. Mais elle est arrivée, puis on a fini par faire l'émission, puis oui, on avait moins de temps pour le préparer, mais ça a rajouté du piment. Donc, faites pas exprès de péter votre batterie de voiture le matin avant de partir, surtout si vous venez à l'émission, soyez sympa. Mais, ouais. J'avais deux choix le matin, c'était de paniquer, m'emporter, puis là, de me dire, on va être en retard, puis là, ça va tout défendre ma journée. Ou de me dire, bon, je vais aller au garage, puis bon, en attendant, mais je vais boire un bon café. Et j'ai attendu, puis j'ai bu mon café. Donc, le message hyper sérieux de cette émission, c'est collez-vous un bon cancer, puis après, vous pouvez avoir votre voiture qui ne démarre jamais, c'est plus un problème. Non, ça fait travailler les garagistes. Ouais. Voyez-vous, derrière l'humour, qui est encore une fois un des axes principaux de l'entrée en résilience et qui est de loin le plus difficile à appréhender, oui, on s'en sert à chaque émission, oui, je l'utilise dans la plupart des conférences, mais c'est souvent pour maintenir les gens autour, ou l'invité notamment, pour pas que ça parte à brailler, donc pleurer. Je fais des gestes au fur et à mesure pour que... que le monde il soit capable de... brailler en Europe, ça ne veut pas dire la même chose. C'est comme brailler et chialer, c'est tout inversé. Mais on s'y retrouve pareil. Mais ça sert aussi pour pas tomber totalement et inutilement dans ce qu'on appelle l'empathie, qui est une ressource épuisable, qu'il ne faut pas utiliser parce que, rappelons-nous que l'empathie, j'adore ça, moi. Et je fais coucou à tous les manipulateurs de la planète. L'empathie sert les manipulateurs, souvent aussi. Puis même si on n'a pas affaire à des manipulateurs, manipulatrices, hein, mesdames, prenez-en pour votre voyage aussi. L'humour évite qu'on tombe, que ça nous entraîne vers le bas. Ouais. C'est épouvantable ce qui t'est arrivé, mais la manière dont tu nous le partages, moi je dis chapeau quoi. Voilà. Après l'humour, ça peut servir aussi à cacher d'autres émotions. On va se pleurer dessus, mais quand on va finir. Mais c'était ça, le petit rayon de soleil du jour, malgré le temps gris. C'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à notre amie Annie Charon qui a fait la route avec une batterie neuve. Oui, fait que là je vais pouvoir repartir. Depuis Lac Mégantic. Puis allez la chercher sur Facebook. Elle a pas mal d'activités là, qui s'en viennent. Mais elle passe trop de temps à rigoler, à venir faire le pitre avec nous à la radio, donc elle a dû retard de ses affaires.
mais elle a beaucoup, beaucoup de contenu, puis beaucoup de positif à nous partager. Je sais pas vous, mais moi je suis déjà client. Et merci beaucoup. Oui, ça fait un bout de temps qu'on est clients. On est clients de l'autre. Merci beaucoup d'être venu et de nous partager tout ça aujourd'hui. Donc, il ne faut vraiment pas vous oublier que si vous avez, vous apprenez une mauvaise nouvelle, il y a certaines mauvaises nouvelles qui sont sûrement beaucoup plus difficiles à accepter, mais de prendre le temps de vivre cette émotion-là, puis de voir où est-ce que vous pourriez faire des changements dans votre vie justement pour réinventer. Allez, on a des branches. Salut tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Entrons en résilience. Soyez sages, mais pas trop. Bye. Bye.